Vous savez, le monde que je laisserai à mes enfants et à mes petits-enfants, c'est l'inverse exact du monde pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Lorsqu'on met bout à bout toutes les phrases de nos leaders politiques des années précédentes jusqu'à aujourd'hui, toutes ces phrases sont des phrases de haine, d'incompréhension, de guerre, de menaces. Aujourd'hui, on a l'impression que les leaders sont dans un show permanent, l'Eurovision de la chanson. Voilà. Les présidents disent une phrase parce qu'ils pensent que cette phrase va porter, sans penser à ce qu'elle signifiera au niveau international. Et le discours belliciste a remplacé le discours pacifique, le discours de solidarité. Le seul leader européen qui avait un réel passé pacifiste, c'était le chancelier Scholz en Allemagne. Il a lutté quand il était étudiant, quand il était plus jeune, politicien aussi, pour le pacifisme, pour l'Allemagne telle qu'on la connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une Allemagne de la réconciliation, une Allemagne qui ne fait pas la guerre, etc., etc. Il a été cité à Washington, il est ressorti de la Maison-Blanche et il a filé droit. Il a fermé les corridors, les pipelines de gaz. Et puis finalement, après les Américains, pour faire bonne mesure, ils ont organisé l'explosion de ces choses. Ce qui avait été promis, ce qui avait été aussi annoncé par les Américains. J'ai connu Bibi Netanyahou lorsqu'il était numéro 2 au ministère des Affaires étrangères. C'est un homme déjà totalement intransigeant. On avait préparé la visite de notre secrétaire d'État en Israël et sans nous dire, ils avaient rajouté un passage par le Golan. Le Golan, c'est un territoire occupé qui appartenait à la Syrie. Alors il nous a emmenés au Golan parce qu'il voulait montrer à son collègue suisse la Méditerranée en disant, ben voilà, chers collègues, vous voyez pourquoi on ne rendra aucun centimètre carré de ce territoire. Ben, c'est trop près de la mer, etc., etc. Et on ne peut pas permettre aux Syriens de nous dominer depuis les hauteurs du Golan. Donc il avait déjà cette intransigeance, il avait déjà, idéologiquement, il était déjà ce qu'il était. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Rabin, avec en face de Rabin un leader de l'opposition qui aspirait à le remplacer, qui était Bibi Netanyahou, qui distillait des discours de haine contre le Premier ministre Rabin. Ensuite, il est arrivé au pouvoir et il a fait un peu le vide autour de lui. Puis maintenant, il entraîne Israël dans son trip, il est en train de dévisser, il est en train de s'enfoncer, il entraîne tout son pays avec lui. L'objectif de Netanyahou, c'est d'avoir un Israël qui n'a plus de voisins arabes. Il y a une tendance, je crois, qui est de plus en plus forte, de voir une caste de politiciens qui a un rêve en définitive. Ce serait de gouverner sans le peuple. Georges Martin, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Moi aussi. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui, alors j'ai fait ce qu'on appelle une carrière diplomatique. Il y a encore quelques métiers comme ça qui connaissent des carrières. Je suis rentré, j'avais 27 ans, par un concours diplomatique, comme ça se fait toujours. J'ai terminé en 2017, je suis à la retraite depuis 2017. J'ai terminé à la fonction de secrétaire d'État adjoint aux Affaires étrangères, au ministère suisse des Affaires étrangères. Ce qui représente en Suisse, concrètement ? On dit généralement numéro 3 du département. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a le ministre, il y a ensuite le secrétaire d'État, et moi j'étais le secrétaire d'État adjoint. Voilà. Et puis si je remonte, j'étais au Kenya, mon dernier poste sur le front extérieur d'ambassadeur. J'étais ambassadeur de Suisse au Kenya, responsable aussi pour le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, les Seychelles et la Somalie. Ça fait tout un programme, un cocktail explosif. La Somalie était, comme elle l'est encore maintenant, ingouvernable. Ensuite, si je remonte toujours, j'étais en Indonésie, ambassadeur aussi. C'était mon premier poste d'ambassadeur à l'extérieur. Et là, j'ai vécu, je suis arrivé 3 semaines avant les bombes de Bali, les attentats de Kuta, vous vous rappelez peut-être, Kuta Beach, 3000, 4000 morts. On n'a pas le décompte exact parce que finalement, beaucoup d'Indonésiens sont morts aussi. On a eu 3 Suisses morts. C'était vraiment un désastre humanitaire considérable. Il a fallu gérer cette crise, quoi. Oui, gérer la crise. Puis je venais d'arriver, c'était pas évident. Puis ensuite, un peu avant la fin, j'ai eu le tsunami qui a démarré à Aceh, en Indonésie, au nord de Sumatra. Il
Il y a eu beaucoup de morts à Aceh, surtout des militaires, parce que c'était une province sous état d'urgence. Mais c'était énormément de travail aussi, gérer des possibles Suisses qui avaient disparu, etc., etc. Avant l'Indonésie, j'étais à Berne, j'étais chef de la cellule de prospective pendant les attentats contre les tours de New York. Alors là, il y avait un gros besoin d'information sur le terrorisme islamiste, enfin, etc., etc. C'était vraiment passionnant aussi. Et puis avant ça, j'étais en Israël pendant la guerre du Golfe, les Scouts de Saddam Hussein, donc aussi professionnellement passionnant. L'Afrique du Sud avant, l'Afrique du Sud, c'était la libération de Mandela. Quand je réfléchis, votre question me force à réfléchir un peu à mon parcours. Et effectivement, c'était toujours des périodes historiques dans les pays où je me trouvais qui avaient un côté totalement passionnant. Paris, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale de Chirac, la victoire de la gauche plurielle. Le Canada, c'était, et j'en termine, le Canada, c'était le référendum au Québec, sur l'indépendance du Québec, qui a raté de 40 000 voix. Sinon, on n'aurait plus de Canada, il y en aurait une république francophone en Amérique du Nord. Et toujours des moments charnières, donc, effectivement, dans les pays où vous étiez... Absolument, des moments passionnants. Alors évidemment, des moments tragiques. On peut pas, je me suis pas réjoui du tsunami, je me suis pas réjoui quand il y avait des morts, etc. Mais c'est des moments où vous êtes, comme on dit en franglais, challengé. Vous devez répondre parce qu'il y a des priorités qui sont fixées. Il faut réagir. Il y a des problèmes avec la centrale à Berne, etc., etc. Et c'était toujours des moments, comme vous dites, historiquement décisifs et stratégiquement importants pour les pays dans lesquels je me trouvais. C'est beaucoup plus important et intéressant, je dirais, que d'être au Luxembourg. Et quel est votre souvenir le plus marquant de toute cette carrière diplomatique ? Alors, le souvenir le plus marquant, alors c'est un souvenir ça vous paraîtra peut-être étonnant parce que c'est assez vieux quand même, mais c'était ma rencontre avec Nelson Mandela. Ça, j'ai jamais pu oublier. C'était Nelson Mandela. Il faut se figurer. C'était une sorte de Jésus-Christ sortant du tombeau. C'est un homme qui était en prison pendant 27 ans. On n'avait pas le droit de publier son portrait. On savait pas à quoi il ressemblait. C'était le terroriste des terroristes, le chef terroriste absolu. Quand on téléphonait de l'ambassade entre les ambassades et les autres, c'était pas maintenant. Les appareils qui écoutaient faisaient un déclic. On entendait qu'ils mettaient en route. Mandela mettait en route tout le système de sécurité sud-africain. Mandela, enfin, c'était quelqu'un, on ne savait pas à quoi il ressemblait. Et puis, ils ont montré la sortie de prison en direct. C'était quelques mois après la chute du mur de Berlin. Nous qui vivions là-bas depuis 4 ans, c'était beaucoup plus fort émotionnellement que la chute du mur de Berlin qu'on a vécu depuis l'Afrique du Sud. C'était très loin. Et Mandela sort, on se demandait s'il allait être porté, s'il pouvait marcher. Et il sort droit comme un i, le poing levé, sa femme Winnie tenant sa femme Willy, etc. Et puis surtout, quand je l'ai rencontré, 4 jours plus tard, je me suis rendu compte à quel point il était au fait des affaires du monde. Il avait suivi tout ça. Il avait une voix, il avait une présence physique sereine, apaisante, un grand homme, quoi. Et vraiment, pendant longtemps, je disais, c'est comme avoir rencontré Jésus-Christ ou Gandhi, ou enfin voilà, des personnes de cette stature. Et ça, c'était très fort et jamais oublié. Et d'autant que vous étiez en Afrique du Sud quand c'était encore l'apartheid, donc avant sa libération et avant son élection. Et comment ça se passait un peu les relations de la Suisse avec l'Afrique du Sud à ce moment-là ? Ça a été un peu polémique, notamment parce qu'il n'y avait pas de condamnation du régime de la part de la Confédération. Tout à fait. Mais curieusement, la Suisse, avec raison sans doute, se pique, parce que formellement, c'est le premier pays occidental qui a condamné l'apartheid. C'était à Téhéran en 1968. Notre ambassadeur, dans une conférence des Nations Unies, était contre le rajout de cette phrase, mais les scribes, ceux qui ont écrit son discours, ont rajouté que la Suisse condamne l'apartheid parce que c'est contraire aux droits humains, aux droits de l'homme, comme on disait à l'époque. Et l'ambassadeur, avant de lire son discours, il a dit « mais je ne veux pas dire ça ». Finalement, il l'a dit. Et c'est entré dans l'histoire, la Suisse condamnant, etc. Mais vous avez raison, la Suisse était le pays occidental le plus frileux par rapport à tout ça. On n'avait pas de sanctions, très peu de sanctions économiques. On a reconnu l'Afrique du Sud quelque temps après que le comité des sanctions des Nations Unies a demandé aux pays occidentaux de ne pas établir de relations diplomatiques. Enfin, on a fait tout un petit peu à rebours du bon sens. Le contraire de ce que voulait la grande majorité de l'opinion publique internationale, etc. Mais à l'époque, on avait quand même une aide indirecte ou même directe. C'était Reagan et Mme Thatcher, qui, eux, étaient contre les sanctions. Donc le monde occidental était divisé par rapport à l'Afrique du Sud. C'était beaucoup plus facile, je pense qu'on parlera de l'Ukraine plus tard, mais c'était beaucoup plus facile pour un pays comme la Suisse de continuer ce que notre économie disait, l'universalité des relations économiques. En réalité, elle voulait faire des affaires. Voilà.
Et alors effectivement, nous parlerons de l'Ukraine bientôt, mais peut-être encore une question sur votre vie d'ambassadeur, votre vie de diplomate. Comment ça se passe concrètement? Parce que je pense que le public a un peu des images un peu fantasmatiques sur ce que ça représente. On a James Bond en tête, alors c'était pas un diplomate, mais quand même, c'est cette vie internationale. Mais j'imagine que ça implique aussi beaucoup de sacrifices pour sa famille, qui est tout le temps en déplacement. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est concrètement cette vie? Tout à fait. D'ailleurs, pendant toutes les années qui ont suivi, quand des jeunes me posaient la question, encore aujourd'hui, je leur conseille toujours de prendre une décision à deux s'ils vivent avec une personne, que l'autre personne soit d'accord et tout à fait au fait de ce que ça signifie. Ce qui caractérise le métier de diplomate, c'est cette mobilité. Il faut être prêt chaque 3 ans, parfois 4, ou parfois, comme en Israël, c'était 1 an et demi. Il faut être prêt à faire ses bagages et à partir à l'autre bout du monde. Et on aime ou on n'aime pas. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Nous, il s'est trouvé que nous avons plutôt aimé, jusqu'à la fin, une certaine fatigue, bien sûr, c'est normal. Mais sinon, le métier de diplomate, c'est, comment dirais-je, c'est donner un visage au pays qu'on représente. Et puis, c'est rencontrer aussi les pays dans lesquels on travaille à travers des visages. C'est au fond essentiellement les rapports humains. C'est pour ça que ceux qui pensent que le métier va disparaître ou va changer, il a changé à cause des moyens technologiques de communication, etc., Zoom, blablabla. Non, je pense que tant que l'homme restera homme, l'être humain restera être humain, il aura besoin de contacts directs. Après, il y a des phases d'ennui. Le grand public parle toujours des cocktails avec des coupes de champagne, etc. Tout ça existe, mais c'est uniquement des véhicules, des supports pour permettre de se contacter, d'échanger, et puis tout ça. Maintenant, il y a la routine aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi beaucoup de routine dans cette vie-là. Mais l'intérêt de la carrière diplomatique, c'est de tomber, entre guillemets, si je peux me passer cette expression, dans des pays où des choses se passent. Je disais tout à l'heure, Luxembourg, mais c'est la même chose pour la Suisse. Peut-être que pour des diplomates étrangers, d'être à Berne, c'est pas, si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas le ski, voilà. Mais et ce qui est extraordinaire peut-être, c'est une manière de répondre à votre question aussi. Finalement, tous les diplomates du monde entier partagent une chose en commun. C'est justement d'avoir, s'ils ont des enfants du 3e type, des enfants qui n'auront pas de racines. Et là, je réponds directement à votre question. Son épouse, ou son époux, son compagnon, sa compagne, encore elle a choisi, parce on choisit à 2 malgré tout, mais les enfants, eux, n'ont pas choisi. Et pour les enfants, c'est difficile. Et pour les vôtres? Pour les nôtres, alors on a eu de la chance, ils sont très heureux, ils sont équilibrés, mais ça n'a pas toujours été simple. Parce que quand ils ont 12 ans, on leur dit tes amis c'est fini, on va en Indonésie, on quitte Paris, on rentre à Berne. Je me souviens que ma fille était complètement déstabilisée, elle écrivait, on a vu une carte postale à son ami à Paris en disant la Suisse c'est très beau, ça pue. Et on avait compris qu'il y avait des vaches à côté de la fenêtre de sa chambre à coucher. Et puis elle trouvait que ça sentait mauvais. Alors voilà, et il faut qu'ils s'habituent à chaque fois. Et maintenant, finalement, ils ont pris le meilleur. Ils ont pris le meilleur dans ce sens qu'ils s'estiment un peu des citoyens du monde. Mais tout en ayant fait des racines quand même en Suisse, où mon fils vit à Londres. Mais enfin, ils ne bougent plus. Ils restent plutôt stables. Eux ne sont pas devenus diplomates. Non, je suis très content. Alors, je vous ai découvert parce que vous avez publié un livre récemment qui est votre autobiographie, dans lequel effectivement vous avez un regard un peu critique sur notamment l'Ukraine, la guerre en Ukraine actuelle. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous écrivez dans ce livre que le véritable auteur de la guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Alors, ma question ce serait, est-ce à dire que la Russie avait de bonnes raisons d'envahir l'Ukraine en février 2022 ? La Russie avait de bonnes explications d'envahir l'Ukraine. On peut pas justifier. Il ne s'agit pas de justifier, mais malheureusement, dans ce charivari, ce tintamarre médiatique actuel, essayer d'expliquer, c'est justifier. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors la phrase que vous avez citée, on l'a attribuée très longtemps à Montesquieu, mais Montesquieu, c'était pas lui qui l'avait citée, donc c'est quelque chose de... C'était, je crois, l'empereur Napoléon III qui avait mis dans la bouche de Montesquieu, mais c'était un historien de la Révolution française, beaucoup moins connu. Mais oui, moi ça me paraît tellement évident que, vous savez, lorsque
vous faites, vous savez, pour répondre totalement et directement et sans phare à votre question, il est incontestable que l'OTAN, en l'occurrence, s'est comporté à l'égard de la Russie comme un boa. Vous savez, le boa qui vous entoure, qui vous sert, qui vaut toujours plus, etc. Bien sûr, l'OTAN disait, mais c'est par amitié, par affection, on vous adore, mais on vous sert, etc. Les Russes, tout d'un coup, se sont sentis étranglés, ont manqué d'air. Monsieur Poutine, en 2007, à la conférence de la sécurité de Munich, avait pratiquement dit tout ce qu'il a fait par la suite, mais l'Occident n'a jamais réagi. Donc, il arrive un moment où ce que vous provoquez, sciemment ou inconsciemment, mais je peux vous assurer que c'était sciemment. Je vous assurer, j'étais dans le business. Je sais que à Bruxelles, l'OTAN a travaillé à faire monter les tensions, à entourer la Russie. D'ailleurs, on a même souhaité l'entourer par le sud, par la Géorgie. Ça n'a pas réussi. On voulait la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, tout simplement, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, pour la Russie, ça en était trop. Et puis, malheureusement, comme a dit, vous savez, le pape François, juste après le déclenchement de la guerre, a dit « Mais ouais, l'OTAN s'est rapproché des frontières russes en jappant comme des chiens méchants et ils ont poussé Poutine à la faute. » On peut l'exprimer comme on veut. Mais je pense que c'est comme pour danser, il faut être deux. Et je pense que quand il y a une crise et qu'il y a une guerre, c'est jamais, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, une lutte entre le bien et le mal, des anges et des démons. C'est pas ça. Chacun a mis du sien, et chacun, si, à contrario, on avait voulu éviter une guerre possible, on se serait pris autrement. Et effectivement, d'autant que Poutine, vous l'avez rappelé, a mis des lignes rouges assez fréquemment depuis 2007 en disant si l'OTAN étend sa présence en Géorgie, en Ukraine, eh ben, pour nous, ce sera un danger stratégique, enfin, en tout cas un danger parce imminent. Il faut comprendre que pour Poutine, il l'a dit clairement plusieurs fois, à l'intérieur du système, on pouvait prétendre que l'OTAN n'avait rien changé, que le système était apparemment le même, mais lorsque vous provoquez des déséquilibres à l'intérieur du système, là, vous remettez tout en question. Et à la limite, plus que le fait de forcer, entre guillemets, l'Ukraine à entrer dans l'OTAN, ou faciliter son entrée dans l'OTAN, c'était le déploiement des missiles le long des nouvelles frontières de l'OTAN. Vous connaissez cette polémique en 91. Est-ce que Gorbatchev a vraiment eu des promesses des représentants occidentaux pour qu'il n'y ait pas une extension de l'OTAN vers l'Est? Oui, on sait que il y a eu des promesses, on le sait. Comme disait Roland Dumas, comme on dit d'autres, malheureusement, ça n'a pas été mis sur papier. Bon. On n'a pas signé. Ce que Gorbatchev a d'autres choses à penser. Je pense qu'il avait d'autres urgences à l'époque. Mais c'est vrai que si ça avait été mis sur papier, ça aurait été plus simple. Mais néanmoins, il y a eu des promesses et l'OTAN allait reprendre que l'Allemagne de l'Est et puis pas le reste. Mais après, il y a eu des pressions, des décisions politiques, etc. Et forcément, l'OTAN s'est rapproché toujours plus près de la Russie jusqu'à être sur ses frontières. Et elle a déployé des missiles. Alors forcément, les Russes se sentaient menacés. Même si on disait, mais ce sont des missiles gentils, on ne va pas vous faire de mal. Non, c'était les lignes rouges, plusieurs lignes rouges ont été franchies. Et en décembre, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Russes ont demandé à tous les Occidentaux de se remettre à table et de mettre tous les intérêts de sécurité sur cette table et puis d'en reparler. Les Occidentaux n'ont même pas répondu. De faire de la diplomatie, en sorte. Oui, c'est ça. On est maintenant en guerre. Pourquoi? Parce que les diplomates ont fait faillite. Voilà. On les a pas laissés travailler. C'est d'autres qui ont, et on y reviendra peut-être aussi, c'est des politiques qui ont voulu remplacer les diplomates. Et les politiques ont d'autres agendas, souvent de politique intérieure. Et ils n'ont aucune connaissance, on parlera aussi du Bürgerschock, je pense, aucune connaissance des processus diplomatiques. Et là, forcément, ils font beaucoup d'erreurs. Et là, on se trouve maintenant en situation, en phase de guerre presque totale sur le continent européen. Et c'est inquiétant. Alors effectivement, ces velléités guerrières, à la limite, je pense que venant des États-Unis, on pourrait les comprendre. Mais venant des États européens, comment l'expliquez-vous, alors même que cette guerre semble remettre en cause leurs intérêts économiques, enfin, en tout cas les menacer gravement? On pense notamment à l'Allemagne. Absolument. Et je rajouterais aussi que sans doute jamais dans l'histoire européenne. Vous savez, quand on relit l'histoire européenne, on est vraiment frappé de voir qu'à la limite, les périodes de paix, c'était l'exception. Sinon, ça a toujours été une préparation de guerre ou juste l'après-guerre, et la paix, c'était pour préparer une nouvelle guerre. Mais jamais les Européens, les peuples européens, n'ont été aussi loin d'une idée de guerre.
Est-ce qu'on peut imaginer les Français se faire mobiliser pour aller combattre en Ukraine? Les Allemands, non. Les peuples n'en veulent pas de la guerre. Non seulement ils n'en veulent pas, mais ils ne sont pas préparés du tout. Donc, il y a une discrépance étonnante entre les discours des politiques, des responsables européens, et les manifestations de leur peuple. Alors pourquoi effectivement? Moi je pense, mon explication au fond, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts. Les États-Unis, après la disparition de l'URSS au début des années 90, l'Europe s'est mise à danser. Et allait en vacances, on s'amusait, on a pensé que c'était la fin de l'histoire, tout était mal. Les États-Unis, pas du tout. Les États-Unis ont continué leur politique de puissance à travers l'OTAN en Europe. Donc on a mis l'OTAN toujours plaidé. Ce n'est pas les Européens qui voulaient mettre les frontières de l'OTAN sur les frontières russes, mais c'est les États-Unis qui l'ont fait. Parce que l'OTAN, tout le monde le sait, l'OTAN est le bras américain, le bras militaire américain en Europe. Donc les États-Unis ont continué. Et l'OTAN, vous savez, en parenthèse, moi quand j'étais encore aux affaires, comme on dit, j'avais beaucoup de contacts avec les représentants de l'OTAN, début des années 90, fin de l'URSS. Mais je vous assure que les fonctionnaires de l'OTAN, des milliers de personnes, étaient toutes très très inquiètes que l'OTAN disparaisse. Que l'OTAN connaisse le même sort que le pacte de Varsovie. Entre nous, c'est ce que j'aurais souhaité. Mais bon, l'OTAN est restée, mais l'OTAN n'est pas restée inactive. L'OTAN, d'une organisation militaire défensive, après la guerre froide, l'URSS, enfin tout ça, l'OTAN est devenue de plus en plus une organisation qui suscitait les tensions et qui créait une atmosphère de violence au niveau des relations internationales. Donc tout ça a échappé aux Européens. Et maintenant, nous n'avons plus des Mitterrand, des Kohl, des Schröder, de grands Chirac, de grands leaders qui avaient une connaissance, je dirais, personnelle de la guerre. Ils avaient souvent vécu la mobilisation, ils avaient participé à la guerre. Et puis, en plus, ils n'avaient pas séché les cours d'histoire. Ils connaissaient l'histoire européenne. Aujourd'hui, on a l'impression que les leaders sont dans un show permanent, l'Eurovision de la chanson, voilà. Les présidents disent une phrase parce qu'ils pensent que cette phrase va porter, sans penser à ce qu'elle signifiera au niveau international. Et le discours belliciste a remplacé le discours pacifique, le discours de solidarité. Et tout ça fait que les Européens, moi je pense que l'Europe, après l'Ukraine, c'est la principale victime du retour du conflit au centre de l'Europe. Il n'y a plus d'Europe. L'Europe n'existe plus. Qui entend-on parler au nom de l'Europe? Madame von der Leyen, Monsieur Borrell, qui répètent exactement ce qu'on entend à Washington. Donc il n'y a plus de place pour, je dirais, dans les rangs, pour mener, pour faire entendre sa musique. Tout le monde doit marcher au pas. Et c'est Washington qui décide. D'ailleurs, l'exemple le plus symbolique, c'est au début de la guerre, le seul leader européen qui avait un réel passé pacifiste, c'était le chancelier Scholz en Allemagne. Il a lutté quand il était étudiant, quand il était plus jeune, politicien aussi, pour le pacifisme, pour l'Allemagne telle qu'on la connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une Allemagne de la réconciliation, une Allemagne qui ne fait pas la guerre, etc., etc. Il a été cité à Washington, il est ressorti de la Maison-Blanche et il a filé droit. Il a fermé les corridors, les pipelines de gaz. Nord Stream, effectivement. Oui, Nord Stream 1 et 2. Et puis finalement, après les Américains, pour faire bonne mesure, ils ont organisé l'explosion de ces choses. Ce qui avait été promis, ce qui avait été aussi annoncé par les Américains. Parce que ça, ils n'en voulaient pas. Mais vous décrivez presque un phénomène c'est comme si les États-Unis disposaient de cartes contre Scholz pour le forcer à obéir. Enfin... Alors, l'Allemagne a une position particulière depuis la guerre, parce que l'Allemagne, lors de la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis étaient vraiment ceux qui les ont remis sur pied, qu'ils ont construits. L'Allemagne de l'Ouest a repris la plupart des fonctionnaires nazis. Il n'y avait pas de fonctionnaires, donc ils ont repris les fonctionnaires qui travaillaient pour le régime de Hitler, etc., avec la bénédiction des Américains. Bon, les Américains ont toujours considéré l'Allemagne comme, je dirais, un satellite à la limite. Au niveau de la politique internationale, l'Allemagne n'a jamais eu aucune liberté. Le seul, c'était Willy Brandt, avec son Ostpolitik, mais qui avait été très mal perçu à la Maison-Blanche quand il a voulu détendre les relations avec l'URSS. Mais sinon, il y a en Allemagne cette habitude
les Allemands sont aussi un peuple assez discipliné finalement. Donc ils ont pris des habitudes que ce que dit Washington, eh bien ils l'acceptent. Voilà. Il y a une organisation qui s'appelle Transatlantische Brücke, qui met dans une même structure informelle. Elle est formelle parce qu'il y a un président. Le président, c'est actuellement, je pense, toujours Sigmar Gabriel, qui était un vice-chancelier socialiste. Mais il y a tous les partis sont représentés, sauf l'AfD, l'Alternative für Deutschland. La droite, le centre, la gauche, les socialistes, ils sont tous dans ce... Il y a des Américains. Et puis c'est finalement une organisation qui veille au grain, qui empêche qu'on puisse mettre un papier à cigarette entre Washington et Berlin. Et s'il faut, alors on demande au chancelier de venir à Washington. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'Allemagne n'a jamais joué au niveau de la politique étrangère la carte européenne. C'est pour ça que l'Allemagne ne sera jamais d'accord avec ce que Macron souhaitait, une armée européenne. C'est l'OTAN, les États-Unis qui priment. Un peu comme les Anglais entre nous. C'est un peu le poste avancé de Washington. Tout à fait. Les Anglais, c'est encore plus avancé. Les Anglais sont carrément des alliés de Washington. On le voit dans le conflit en Ukraine. Quand on fermait les yeux, quand on se rendait compte de rien, les experts, les spécialistes militaires américains et anglais étaient en Ukraine pour former l'armée ukrainienne. Parce que si l'armée ukrainienne a si bien résisté, c'est pas par hasard. C'est parce que, sans qu'on s'en rende vraiment compte, elle avait été parfaitement formée par des coachs anglo-saxons, comme on dit. Et le New York Times a même révélé qu'il y avait des bases de la CIA sur le territoire ukrainien. Absolument. Depuis plusieurs années. Il y avait des bases. On n'a jamais ignoré à l'époque les spécialistes, mais seulement l'opinion publique. On ne savait pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas d'intérêt non plus pour l'Ukraine. Vous savez, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, il y avait certainement plus de 5 Européens sur 10 qui ne savaient pas où était l'Ukraine. Et certainement peut-être aussi que les médias jouent un rôle aussi de pression sur le politique. Vous écrivez dans votre livre que le complexe politico-médiatique occidental semble avoir pris fait et cause pour le complexe militaro-industriel en faisant dans l'allégresse le choix de la guerre, comme en 1914. Oui, voilà. Les peuples... Alors la grande différence avec 14, c'est que les peuples aussi en 14 étaient pour la guerre. Les Français voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine, les Austro-Hongrois voulaient punir les Serbes d'avoir tué l'archiduc, les Russes, il n'y a pas trop d'opinion publique russe, hein, franchement, sous les tsars, c'était guère mieux que maintenant, c'était pire sans doute. Les Allemands, les Anglais, tout le monde. Les Anglais, d'ailleurs, étaient contre la guerre. Et finalement, avec des bonnes mesures de propagande de guerre, on a réussi à les retourner comme une crêpe. Et finalement, ils ont avalé le récit que l'empereur d'Allemagne était une ordure, un salopard. Alors qu'avant, c'était le cousin de leur roi et qu'il était merveilleux. Alors, les peuples étaient pour la guerre. Pas cette fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais les peuples européens ont sans doute été, comme aujourd'hui, aussi contre la guerre et incapables, non préparés, physiquement et militairement, ce serait une boucherie. Alors, mais pourquoi les médias, effectivement? Et les médias, ça m'a frappé, parce que on parle des mainstream médias. Hein, et vous savez, si on va à Zurich, le principal journal germanophone suisse, c'est la NZZ, la Neue Zeitung. Mais c'est un journal qui est belliciste, incroyable. Depuis le début de la guerre, mais on peut compter, on n'a pas assez des deux mains pour compter les titres qui étaient pro-guerre, mais avec une violence incroyable. Il faut écraser Poutine, il faut pas envoyer des messages de sympathie, il faut envoyer des armes à l'Ukraine. La NZZ, curieusement, est devenue, pour les affaires sociétales, les thèmes sociétaux, wokiste, et elle est, en relations internationales, pro-guerre. Un peu la même chose pour Le Temps, en Suisse. J'étais absolument sidéré de voir à quel point Le Temps était en phase avec cette guerre. Enfin, on a l'occasion de régler son compte à Poutine, et puis on mettait encore la Chine dans le coup, alors toutes ces dictatures, etc. Toute l'époque Kissinger, moi je suis un diplomate de cette génération-là, on nous avait appris que finalement on pouvait vivre entre voisins, même si on était complètement éloignés sur les valeurs, sur tout ça, mais il fallait trouver des équilibres entre nous pour qu'il y ait une survie possible. Or, toute cette presse, alors la presse audiovisuelle aussi, elle avait des problèmes à se situer, à
à équidistance entre. Alors on disait, vous savez, moi je pense qu'il y a deux explications. Une, c'est qu'il est devenu beaucoup plus facile de contrôler la presse aujourd'hui, parce que finalement il y a quelques groupes qui contrôlent tous les titres. Donc c'est beaucoup plus facile. Et c'est même pas, les ordres ne viennent pas forcément d'en haut, mais chacun sent que pour faire carrière, il faut quand même pas, il faut pas aller trop souvent dans le Donbass, où il faut pas proposer des choses de ce type. Et puis il y a aussi cette la guerre aujourd'hui est devenue une guerre entre le bien et le mal. L'Occident, c'est toujours le bien. Donc, si l'Occident mène une guerre, qu'elle soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, ou contre la Russie aujourd'hui, on ne peut pas être contre, on ne peut être que pour. Et on ne peut plus être neutre non plus. Et ça, on viendra pour la Suisse. On ne peut pas être neutre entre le bien et le mal. Voilà. Mais seulement ce qu'on oublie, c'est que ça n'est pas une guerre entre le bien et le mal. Il y a beaucoup de mal de notre côté, il y a du bien de l'autre côté aussi. Et finalement, en démonisant l'adversaire, en se déclarant des anges, etc., on empêche, d'abord on empêche de terminer la guerre, parce qu'on ne peut pas négocier avec le démon. Donc on fait comment ? Donc tout ça fait que la presse a pris fait et cause pour la guerre, pour la cause de la guerre. Et pour vous, c'est nouveau? Vous n'avez pas vécu ce genre de... Non. à ce point-là non. par le passé? Non, par exemple la guerre en Irak. Rappelez-vous, on s'est gaussé en Europe sur cette presse américaine qui reprenait un pour un tout ce qui venait de Washington, les armes de destruction massive, Colin Powell avec l'anthrax, le Conseil de sécurité. La presse européenne était critique. Grâce peut-être au fait qu'il y avait Chirac, Schröder, il y avait des leaders européens qui portaient encore cette politique européenne qui était différente de celle des États-Unis. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de notion critique, il n'y a plus de leaders européens qui remettent en cause les positions américaines, parce qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire. Il y aurait quand même matière à expliquer aux opinions publiques que les États-Unis mènent aussi, dans une large mesure, une politique d'intérêt américain dans leur guerre en Europe contre la Russie. Mais même ça, on n'ose pas le dire, Alors, la presse de l'Europe occidentale, et c'est très clair en Allemagne, et ça, en Allemagne, ça me choque. Je regarde tout le temps, tous les jours presque, les grands titres de la presse allemande. Le grand quotidien, la plus grande circulation, et c'est des dizaines de millions en Allemagne, le Bild, qui est un journal populaire, mais il n'y a pas un jour où il n'y a pas des articles d'une violence inouïe contre Poutine, à la gloire de ces léopards qu'on envoie en Ukraine. Mais c'est affolant, je veux dire. Alors ceux qui ont connu 39-45, ceux qui ont connu aussi les années qui ont suivi, on a de la peine à imaginer cette Allemagne qui s'est prise d'amour, qui est tombée en amour pour la guerre et pour la violence. Le ministre de la Défense allemand aussi, Madame Baerbock, leur ministre des Affaires étrangères, qui s'est fait... Une écologiste, ouais. Une écologiste verte, moi je l'appelle kaki, parce qu'elle est plus verte, elle est kaki, la couleur militaire, et elle adore la guerre, elle adore être photographiée à côté de léopards, de chars, etc. Tout ça, c'est très inquiétant, et ça change considérablement les choses. Alors effectivement, j'ai l'impression, c'est pour ça que je l'appelle le complexe militaro-médiatique, que les politiques et la presse nous tiennent un langage de guerre, mais les peuples ne suivent pas, à mon avis. Et alors, vous avez parlé de la conférence de paix qui sera organisée mi-juin à Bürgenstock. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de cette conférence, notamment sur le fait que la Russie n'y est pas invitée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien diplomate, de ne pas inviter la Russie à une conférence de paix? C'est absurde, c'est une absurdité totale, c'est rédhibitoire, je veux dire, ça enlève toute signification à cette conférence. Alors, que la Russie soit venue ou pas, peu importe, mais il fallait l'inviter, ça va de soi. Ne pas l'inviter, ça veut dire qu'on participe à un complot, qu'il y a des choses qu'on ne veut pas avouer et tout ça. Vous savez, il y a des Suisses aujourd'hui qui disent « Ah, je suis content, enfin la Suisse fait quelque chose ». Mais oui, mais quand vous faites quelque chose, il faut le faire bien, sinon ça ne sert à rien. Or, ce Bürgenstock, il est organisé, c'est contraire à toutes les règles de la diplomatie. Normalement, le Bürgenstock aurait dû s'organiser à la fin de plusieurs processus, des réunions secrètes, confidentielles, etc. Et elle aurait dû se faire avec la Russie. C'est pas nécessaire d'avoir 100 pays. Ça sert à quoi d'avoir le Vanuatu, Fidji, le Niger, je sais pas combien de pays africains, etc. Ça sert à rien. Ce qu'il fallait, c'était la Russie, l'Ukraine, plus des parrains.
éventuellement. La Chine, la Turquie, un ou deux pays à côté de l'Ukraine. Et puis là, c'était du sérieux. Mais organiser une conférence pareille, moi j'ai l'habitude de dire que d'abord c'est inutile et absurde, et qu'ensuite c'est dommageable pour la Suisse. Parce que là, on essaye de faire ce qu'on a toujours fait, ce pour lequel on est connu, et on est des professionnels de la négociation comme facilitatrice de paix. Mais là, en allant à l'échec, parce que je vois mal comment ça peut être autre chose qu'un échec, parce que maintenant on dit on ne parlera pas de paix, c'est plus une conférence de paix, mais on l'appelle conférence de paix. On a repris l'intitulé de Zelensky. En fait, on a repris le programme de Zelensky et on essaie de le vendre comme un programme suisse. D'ailleurs, Zelensky ne s'y trompe pas parce qu'il va dans le monde entier ces jours pour essayer de mobiliser les leaders. Zelensky sait très bien que c'est sa conférence au Bürgenstock. Alors, que la Suisse réunit les États de l'OTAN, l'Occident, avec Zelensky, et évidemment sans la Chine, sans le Brésil, sans ceux qui auraient pu donner encore du sens à cette conférence, et la place au sommet d'une colline, dans un hôtel 5 étoiles, spa, qatari, qui appartient au Qatar. D'ailleurs, entre nous, l'Arabie Saoudite a dit hier ou avant-hier qu'il ne viendrait pas. Moi, je me suis dit, est-ce que dans notre ministère, il y a encore des gens qui se rendent compte que c'est difficile d'inviter les représentants de l'Arabie Saoudite dans un resort, un lieu qui appartient au Qatar? Bon, ils sont peut-être pas allés jusque-là. Non, effectivement, tout a été mal fait dans cette conférence. Tout a été. Alors maintenant, on essaye de donner le change en disant oui, mais on parlera pas de paix. Conférence de la paix, on ne parlera pas de paix. Bon. Ensuite, mais on parlera des affaires humanitaires, d'échanges de prisonniers, de la circulation dans les mers, la mer Noire, et puis de la sécurité nucléaire. Mais pour ça, c'est pas nécessaire d'avoir des chefs d'État. C'est pas nécessaire d'avoir des chefs d'État. Oui, d'ailleurs, Biden ne viendra certainement pas. Certainement pas. Il va voir George Clooney, on m'a dit, en Californie. C'est plus utile pour sa campagne. Pour sa campagne électorale. Non, alors... Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Je l'indiquais un petit peu au début de notre conversation. Ça n'a pas été fait par les diplomates. Ça n'a pas été fait par les diplomates. Cette conférence, c'est Zelensky qui l'a vendue, entre guillemets, lors de son passage à Berne avant l'ouverture du WEF. Vous vous rappelez au mois de janvier. Il était à Berne un jour, il a rencontré notre présidente, qui était sans doute à la recherche d'un thème qui donnerait du sens à sa présidence. Alors quand Zelensky lui dit « conférence de paix », etc., elle dit « oui, magnifique, en conférence de presse, elle l'annonce ». Le lendemain, discours d'ouverture du WEF, elle annonce que la Suisse va organiser encore cette année une conférence de paix sur l'Ukraine. Alors tout le monde était surpris. Nos diplomates n'étaient pas informés, ils se mettent à pédaler, à essayer quand même de sauver ce qui était encore à sauver, ce qui pouvait être sauvé encore, mais ça n'est pas possible. Et vous savez, lorsqu'on décide pour des considérations de politique intérieure, comme ça, des politiques qui n'ont pas de connaissances du tout dans les relations internationales, c'est très rare que ça réussisse. Alors pourquoi ça rate cette fois et ça réussissait autrefois? C'est parce qu'on n'écoute plus les diplomates. On en a parlé au début aussi. Je veux dire, les femmes et les hommes politiques aujourd'hui sont dans l'immédiateté. Ils disent les choses, mais sans réfléchir que si vous le faites dans votre propre pays, c'est pas grave, parce que finalement, vous gérez mieux. Ce sont des femmes et des hommes politiques de politique intérieure, ils le connaissent. À l'étranger, vous créez des ondes de choc, vous créez des vagues que vous ne maîtrisez plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Bürgenstock. Alors moi, j'entends bien les représentants de nos représentants qui font contre mauvaise fortune bonne figure quand même, qui essayent de sauver les choses, mais ils s'attendent à un échec. On voit sur eux leur visage, leur body language, comme on dit aussi en franglais, indique ils sont plus guère d'illusions, ils savent qu'ils vont aller à une catastrophe. Vous savez, c'est même pas 24 heures. Donc tous ces gens vont venir. Alors évidemment, on pourra dire, oui, mais il n'y a jamais eu autant de chefs d'État en même temps sur le sol suisse. Mais oui, mais Suisse Tourisme pourrait inviter aussi ces chefs d'État. Non, c'est dramatique. Et pourquoi dangereux pour la Suisse? Parce que notre image va être considérablement écornée. Beaucoup de pays. Alors évidemment, on plaît beaucoup aux pays de l'OTAN, aux pays de l'Union européenne, parce que finalement, ces pays-là voulaient organiser une nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine. Et ils se sont dit, au fond, la Suisse,
c'est un peu l'idiote utile dans tout ça. La Suisse, si elle lance une invitation au niveau mondial, il y aura sans doute beaucoup plus de pays qui viendront parce que c'est la Suisse, parce qu'on a une réputation de faiseur de paix, etc., que si c'est le secrétaire général de l'OTAN qui le fait, ou Madame von der Leyen. Alors tous ces gens vont venir, ils sont très contents, mais ce sera un club d'Occidentaux qui se connaissent, qui s'aiment, qui s'apprécient, mais rien de plus. C'est ça qui est dommage. Est-ce que nos politiciens sont devenus naïfs, candides? Ont-ils été dans l'histoire pas naïfs? Je ne sais pas, je crois. Vous savez, dans nos politiciens, parce que le système suisse, en tout cas, nous parlons de politique étrangère maintenant. Je ne parle pas de ceux qui construisent des ponts, ceux qui gèrent des assurances sociales, qui gèrent la santé, tous les autres ministères. Mais dans les affaires étrangères, on n'a pas de politiciens en Suisse qui vient du Parlement, puisque c'est quelqu'un du Parlement qui est élu, sauf Mme Calmiret à l'époque. Peut-être c'est pour ça qu'elle a été un petit peu différente des autres. Mais on a des gens du Parlement qui ne sont pas formés en politique étrangère. Ils ont fait leur classe dans les gouvernements cantonaux, mais les gouvernements cantonaux n'ont aucun ministère des Affaires étrangères. Donc ils arrivent, ils sont nouveaux, ils doivent tout découvrir. Donc effectivement, il y a une certaine naïveté. Et je vous donnerai un exemple qui explique qu'autrefois, c'était quand même mieux. J'aime pas dire ça, c'est horrible, ça fait vraiment vieux, ça fait le vieux grincheux qui n'arrive pas à accepter son époque. On viendra peut-être à la neutralité après, parce que vous avez certainement noté qu'il y a certains qui veulent adapter la neutralité au XXIe siècle, et ça c'est très... Tout à fait, on en parlera. Oui, mais alors, autrefois, moi j'étais conseiller diplomatique du président René Felbert, président de la Confédération, chef du département des Affaires étrangères, qui lui était un homme qui a très rapidement été intéressé par les affaires étrangères, et qui est devenu, je pense, un grand ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, si on avait suivi ses conseils, on serait aujourd'hui membre de l'Union européenne. Je ne sais pas si ce serait bien, parce que l'Union européenne a changé. Et bon, la machine de paix est devenue un peu machine de guerre aujourd'hui. Mais René Felbert, moi j'ai participé à ces séances qui étaient tout à fait surréalistes. Il y avait ces 4 directeurs qui étaient des vraies personnalités, les directeurs du ministère, chacun son dicaster. Et lorsque M. Felbert disait oui, alors messieurs les directeurs, j'aimerais faire ci ou ça et ça, les directeurs réfléchissaient, puis ils disaient oui, très bien, on va le faire. Ou alors non, monsieur le ministre, ça va pas. Pour ça, pour telle ou telle raison. Parce qu'en relations internationales, on fait ci, on fait pas ça. Le ministre acceptait. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de directeur, il n'y a plus ces séances. Madame Viola Amert, notre présidente, du haut de sa grande sagesse, a décidé toute seule d'accepter l'idée de la conférence de paix. Qui, elle, est très pro-OTAN, d'ailleurs. En plus, elle est non seulement elle est pro-OTAN, mais je pense qu'elle couvre ce qu'on peut vraiment appeler en Suisse un État profond. On a aussi notre État profond, et c'est l'État profond qui a été à l'origine du retrait de notre nouveau secrétaire à la sécurité internationale, qui n'est même pas entré en fonction, parce qu'il a dû démissionner. Parce que cet État profond a manigancé toute une affaire de femmes, de prostituées, etc. Enfin, voilà, le climat était devenu irrespirable pour lui, il a préféré partir avant. Mais évidemment, tout ça était créé de toutes pièces. Et ça, c'est l'État profond qui est sous Madame Viola Amert. Et ça, je trouve, c'est dangereux, à la limite. Et puis cet État profond nous emmène de plus en plus près de l'OTAN. Vous avez tout à fait raison. On apprend que les hélicoptères de l'armée suisse ont des manœuvres avec les hélicoptères américains dans le ciel suisse, que nos avions vont voler en Sardaigne avec les avions américains. Et on nous dit tout ça, oui, c'est des décisions administratives, c'est une collaboration. Non, c'est pas ça. On se rapproche toujours plus de l'OTAN. Et je sais que il y a des personnes dans nos ministères, surtout à la Défense, qui souhaitent qu'une chose, c'est que la Suisse, je pense, adhère un jour à l'OTAN, c'est sûr. Et cet État profond dont vous parlez, finalement, comment il interagit? Vous avez été à son contact aussi quand vous étiez à l'intérieur. Enfin, comment ça se... Par qui est-il influencé? Comment ça se... De mon temps, je pense qu'il était beaucoup moins actif parce que les choses étaient claires. Il y avait, même au sein de l'administration, je dirais quasi la totalité qui était pour la neutralité suisse et qui n'aurait jamais envisagé qu'on puisse nous rapprocher et même voir adhérer à l'OTAN. Il y avait le pacte le partenariat pour la paix qui a été créé avec l'OTAN, on était membre après la disparition de l'URSS. C'était quelque chose qui était, comme son nom l'indique, un partenariat pour la paix. On a été au Kosovo, on a livré des troupes pour le maintien de la paix, etc., etc. Mais depuis que les choses se sont gâtées, le climat général géopolitique s'est gâté en Europe, et forcément encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine, à ce moment-là, les fronts se sont tendus. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on note en Suisse
une discrépance totale entre ceux qui tirent vraiment le pays vers l'OTAN, abandonnent la neutralité, et puis d'autres qui sont souvent à l'origine dans ce qu'on appelle la droite ou la droite de la droite, etc., mais qui de plus en plus devient un sentiment général qui traverse tous les partis politiques, qui se disent « mais attention, halte, on a une recette qui nous a réussi plus de 200 ans. Est-ce qu'on va jeter tout ça par-dessus bord en pleine crise ?» Parce que si on l'avait fait, on aurait dû le faire en 1939. Vous vous rendez compte, Hitler était déjà perçu assez vite, après le début de la guerre, comme un odieux personnage, comme un criminel de guerre. Mais ce n'est pas pour autant que notre gouvernement a décidé d'entrer en guerre avec les alliés contre Hitler. Non. Alors pourquoi maintenant? Parce que Poutine serait un nouvel Hitler, parce que Poutine serait un démon absolu, on devrait entrer en guerre avec les alliés contre la Russie. C'est complètement aberrant. Alors attendons la fin, s'il y a une fin, attendons les négociations, attendons la paix. Et puis là, la question pourra être posée aux Suisses. D'ailleurs, on va voter, comme vous le savez, dans les 12 mois, j'imagine, sur l'ancrage de la neutralité dans la Constitution. Ben, ce sera un examen grandeur nature. On saura ce que les Suisses ont dans le ventre, ce qu'ils veulent. Berset, à votre avis, il est aussi dans cette caste de politiciens qui suit l'état profond, ses influences? Non. Alors ça, je sais pas. L'état profond, par définition, il est tellement profond qu'on ne sait pas qui y est vraiment. Mais non, Berset pas. Berset, je dirais que Berset a été le seul. Il était encore au gouvernement lorsqu'il a parlé de cette frénésie de guerre, en disant « mais je comprends pas, mes camarades, même ses camarades socialistes, ils se laissent tous prendre par la frénésie de guerre ». Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti depuis le début, encore jusqu'à maintenant. Maintenant, la frénésie de guerre diminue un peu. Mais Berset a dénoncé cette frénésie. Il l'a tellement dénoncé clairement que 2 semaines plus tard, il a dû faire un rétropédalage parce qu'il était critiqué de toutes parts. Et comment, vous parliez de la neutralité suisse, effectivement, comment vous expliquez ce choix en février-mars 2022 de tout d'un coup suivre les sanctions de l'Union européenne de manière aussi unilatérale Alors des pressions considérables. Des pressions considérables. D'ailleurs, si vous vous souvenez, pendant un week-end, on a hésité. D'abord, on a voulu faire une politique qui était la politique que nous faisions toujours, c'est-à-dire interdire le contournement des sanctions. Ne pas affaiblir les sanctions des autres, de l'Union européenne, des États-Unis, interdire le contournement par la Suisse, mais nous, après, prendre quelques sanctions, enfin faire un geste dans cette direction, mais faire comprendre aux Russes, sans leur dire, que nous n'étions pas membres de l'Union européenne et que nous n'allions pas reprendre telles quelles les sanctions de l'Union européenne. Après ce week-end, tout est tombé. On a repris tout ça, il y a eu des pressions considérables. Et lesquelles? De quelle nature? L'Europe, des États-Unis, c'est sûr. Ça, je crois que c'est quasiment connu, même s'il n'y a pas de papier, j'ai pas vu de papier, etc. Mais je pense que les téléphones ont chauffé. Ça, c'est certain. Et au lieu de résister, avoir une politique de neutralité, c'est une politique du courage. Il faut du courage pour défendre, pour dire aux Américains, aux Européens, nous sommes un pays occidental, nous partageons vos valeurs, mais nous pensons que ça ne servirait à rien de devenir le 32 ou le 33e pays de l'OTAN avec notre petite armée, ça vous rendrait pas plus fort. En revanche, d'avoir notre petite musique, d'avoir la possibilité, le moment venu, de jouer les facteurs, de jouer les négociateurs, les facilitateurs, ça, comme pays occidental, ça pourrait être utile à l'ensemble de la communauté internationale. Mais il faut du courage pour ça. Est-ce qu'il y a eu un chantage économique de la part de l'Union européenne ou des États-Unis ? Alors, il y a eu un chantage dans tout. Vous savez, la pression pour la crise des avoirs en déshérence, ces fameux avoirs juifs que la Suisse n'avait jamais réglés après la guerre. On l'a réglé en quelques mois. C'était très très vite. Lorsque les États-Unis, à travers le Congrès mondial juif ou à côté, ont mis la pression sur la Suisse. Le secret bancaire pour les étrangers, pouf, c'est parti. Alors que quelques mois plus auparavant, on disait que le secret bancaire était ancré dans le marbre et que ça n'allait jamais bouger et que ça resterait jusqu'à la fin des temps. C'est resté très peu de temps, une fois qu'il y a eu la pression qui a été mise. Alors pour les sanctions, pour la politique à l'égard de la Russie, ça a été la même chose. Alors la partie économique, l'exportation, dans le cas de l'Afrique du Sud, on en parlait au début, notre industrie d'exportation, notre secteur économique extérieur était contre les sanctions parce qu'il y avait des affaires juteuses à faire. Les banques ont renouvelé toutes les lignes de crédit, c'était les seules banques occidentales qui donnaient encore de l'argent, avec peut-être les banques anglaises, au régime de l'apartheid. Alors maintenant, depuis, pas seulement avec la Russie, mais déjà avec l'Iran,
avec le nucléaire iranien. Vous vous rappelez, il y a eu un catalogue de sanctions, etc. Toute l'économie suisse d'exportation veut qu'on adopte les sanctions et le plus vite possible. Mais parce qu'elle est essentiellement tournée vers l'Union européenne et les États-Unis. Oui, c'est ça. Et puis, vous savez, les États-Unis, avec le principe d'exterritorialité juridique, ils ont la possibilité de dire partout sur la planète, on vous considère nos ennemis si vous ne respectez pas nos sanctions. Ça devient très compliqué. Vous ne pouvez plus exporter, vous ne pouvez plus faire des affaires aux États-Unis si vous continuez à faire des affaires avec un pays qui a été mis sur la liste noire par les États-Unis. C'est très très compliqué, il faut aussi du courage. C'est pour ça on ne peut pas ne reprendre aucune sanction. On est obligé de suivre un petit peu, mais à partir du moment où ces sanctions sont complètement illégales. Des sanctions économiques, c'est illégal. En plus, c'est un acte de guerre. Rappelez-vous ce que Bruno Le Maire a dit au début des sanctions. Nous allons mettre l'économie russe à genoux. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Notre ministre des Affaires étrangères, dans sa grande sagesse, a repris presque les mêmes termes. Mais c'est un acte de guerre, ça. Lorsque vous voulez mettre à genoux un État, c'est un acte de guerre. Sans les armes, mais c'est un acte de guerre. Donc là, on a violé incontestablement notre neutralité. On n'a plus été équitable, on a basculé dans le camp du bien, entre guillemets, et ça a été très très dommageable pour la Suisse. D'ailleurs, quelque temps après, la Russie nous a mis... Alors moi, j'aime pas... Attendez, je ne suis pas un ami des Russes, je ne suis pas un ami de Poutine, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de préserver pour la Suisse son image d'équité, son image d'équidistance. Enfin, tout ça, après, c'est jamais blanc et noir, c'est toujours un peu gris. On a reproché à la Suisse de ne pas être neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, on ne peut pas être complètement neutre, c'est évident. Il y a des aménagements, il y a des choses. Mais ce qui est important, c'est de toujours être au service des uns et des autres pour, après, parce que toute guerre se termine, en principe. Sauf la dernière. Il y a une fois une guerre qui va se terminer, qui va pas se terminer, qui va faire sauter la planète, peut-être. J'espère pas. Mais, alors, évidemment que, au lieu que ce soit les Chinois, les Brésiliens et les Turcs qui aident là sur le coup, la Suisse aurait pu le faire. Mais la Suisse est malheureusement hors jeu, définitivement, je pense, par rapport à la Russie. Parce que je vous assure que la Russie a une grande mémoire. C'est un éléphant. Et la Russie n'oublie pas. Et quel est l'avenir, justement, alors des bons offices, selon vous dans votre livre, vous expliquez que vous avez œuvré au rapprochement diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran un peu avant votre départ à la retraite. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Comment vous voyez cet avenir-là, étant donné le contexte Oui, parce que pour que la Suisse soit neutre, il faut que cette neutralité ne soit pas une neutralité égoïste. C'est souvent à l'étranger ce qu'on nous reproche. Vous êtes neutre parce que vous voulez faire des affaires, vous voulez être riche, vous ne voulez pas mettre vos mains dans le cambouis, etc. Non, il faut être neutre pour être solidaire. Je crois que mon sous-titre, je l'ai oublié, attendez, c'est Suisse neutre. C'est plaidoyer active, pour une Suisse neutre, active et respectée. Et respectée, voilà. Alors oui, ça se tient, parce qu'il faut être neutre, mais il faut être actif au niveau international. Moi, j'ai travaillé avec Madame Kelmiret, et je vous assure, alors on peut être pour, contre, etc., mais elle était très active. Et il ne venait jamais à l'esprit de la communauté internationale de se demander, mais que fait la Suisse ? Aujourd'hui, la Suisse fait rien. Alors, on parle du Bürgenstock, évidemment. Alors voilà, le Bürgenstock, on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, on ne sait pas ce que fait la Suisse. Il y a une demande tout récent, ils ont quand même du Niger. Alors, on va faire une médiation au Niger. Très bien, magnifique. Mais sinon, on ne sait pas ce que fait la Suisse. Donc, il faut être actif. Il faut que cette neutralité serve à quelque chose. Et là, c'est souvent les bons offices. Mais vous savez, ce qui est intéressant, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie, même des ex-diplomates suisses, qui tirent sur les bons offices, en disant que les bons offices, ça n'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose, pourquoi ? Parce que ces bons offices nous empêcheraient de critiquer à voix haute et intelligible les mollahs en Iran ou d'autres horribles personnages. Ces bons offices nous contraindraient à une certaine réserve, etc. Alors, je remarque que ces personnes qui le disent aimeraient bien nous voir critiquer les mollahs, mais pas M. Netanyahou. C'est curieux, moi je me dis dans ma petite tête, ou alors les Américains, parce que les Américains, ils ont fait en Irak exactement ce que font les Russes en Ukraine. Mais je ne me souviens pas que les artistes et les sportifs américains aient été boycottés, non, il ne me semble pas. Donc voilà, il y a vraiment du deux poids, deux mesures, et cette manière européenne, cette manière suisse d'essayer de dire effaçons tout ce qui nous sépare du monde occidental, reprenons, on a les mêmes valeurs, c'est sûr, mais reprenons tout ce qu'elle fait, leur politique, et puis abandonnons tout ce qui nous empêche, au fond,
d'adhérer à l'OTAN, finalement. Alors c'est la neutralité, ce sont les bons offices, et tout ça me gêne beaucoup, parce qu'effectivement, la Suisse est la Suisse. La Suisse n'a jamais été autant la Suisse que lorsqu'elle est neutre et qu'elle sert les intérêts de la collectivité, qu'elle répète haut et fort ce que son statut de dépositaire des conventions de Genève l'oblige à faire et à dire, c'est-à-dire la défense du droit humanitaire, la défense du droit de la guerre, l'interdiction de commettre des atrocités aux deux camps en guerre. C'est là où on aurait dû on aurait dû jouer notre musique. Là où le CICR n'a peut-être pas été assez actif. Le CICR, c'est une bonne question, parce que finalement, le CICR, je le mets dans mon bouquin, Nelson Mandela faisait pas de différence entre la Suisse et le CICR. Il a remercié la Suisse à travers ma modeste personne, parce qu'il pensait qu'il était toujours en vie grâce à la Suisse. J'ai compris très vite dans la discussion il pensait CICR. C'est le CICR qui lui a sauvé la vie, en quelque sorte, en allant le visiter, en lui donnant un visage, voilà. Alors le CICR, c'est pas un hasard si le CICR est né en Suisse. Le CICR, c'est le drapeau suisse à l'envers. Le CICR, c'est la neutralité. Donc le CICR se fonde aussi sur une Suisse neutre. C'est absolument indispensable pour le CICR d'avoir une Suisse neutre. Alors dès que la Suisse vacille sur ces questions de neutralité, en parlant de neutralité coopérative, vous savez, la neutralité coopérative, personne ne sait exactement ce que c'est, mais probablement c'est le Bürgenstock. Neutralité coopérative, c'est de s'allier à un camp contre l'autre, et puis de dire on est neutre. Mais à ce moment-là, on est les seuls à dire qu'on est neutre. Et c'est pour ça que ces bons offices, neutralité. Alors on me dira que je suis, d'ailleurs, un de vos confrères, chroniqueur, journaliste du mainstream, de la presse mainstream, c'est pas gêné de dire que je m'étais endormi au XXe siècle et qu'il était temps que je me réveille au XXIe. Comme si le XXIe avait changé tout et que la Suisse aussi devait changer ses politiques et ses positionnements. Vous savez, entre nous, chaque époque a ses adaptateurs. Alors, si j'avais une mauvaise langue, mais comme je l'ai pas, je le dis pas, mais je le dis quand même, dans les années 30, on a eu aussi les Suisses qui voulaient nous faire adapter au monde nouveau. Et on sait ce que c'était ce monde nouveau dans les années 30. Alors encore une institution suisse qui fait beaucoup parler d'elle, c'est le World Economic Forum à Davos. Vous en parlez dans votre livre, puisque il y a plusieurs actions de votre carrière diplomatique. J'en ai beaucoup profité, j'ai beaucoup profité du cadre. Exactement. Mais alors, il est beaucoup décrié aujourd'hui, et il y a beaucoup de fantasmes qui entourent ces réunions. Mais finalement, quelle est son importance réelle dans la marche du monde de ce forum ? Alors, il y a d'autres organisations, le nom ne vient pas à l'esprit. Bilderberg, par exemple. Oui, c'est ça, qui est plus secret. Hein. On les soupçonne de vouloir diriger le monde, enfin, etc. Bon, concernant le VEF, moi j'étais à 12 ou 13 VEF. Hein. Effectivement, c'est un endroit, d'ailleurs, les personnes qui y viennent régulièrement, qui viennent du monde des affaires privées, payent très cher pour être membre. Ça se monte à 6 chiffres, etc. C'est des sommes qui sont importantes. Mais je pense et il y a énormément d'hommes politiques, de femmes politiques qui viennent du monde entier. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une sorte d'agora où tout le monde peut se rencontrer, on règle des affaires, on va faire du ski, pas nous, parce que moi j'étais un petit peu le porte-valise des conseillers fédéraux pour lesquels je travaillais à l'époque. Et puis on organisait des visites bilatérales, des tas de visites bilatérales. Pratiquement tout le conseil fédéral ces dernières années à Davos. Et chacun rencontre 10, 15, 20 personnes. Et puis, à côté de ça, il y a un service postal à l'interne. Et si vous êtes telle ou telle personne représentant telle ou telle industrie, vous pouvez demander à rencontrer telle personne. Et le forum organise. C'est pour ça que je dis que c'est un endroit, effectivement. Alors, franchement, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas impressionné par l'impact du forum sur les affaires du monde, parce que s'il avait un impact, le monde irait beaucoup mieux. Franchement, moi j'ai le sentiment, le forum, le WEF, essaye toujours de trouver un thème à une réunion annuelle, et il court toujours un peu derrière l'actualité. Quand les choses vont mal dans un secteur, alors voilà, la solidarité, etc. Mais ça ne change rien aux affaires, je dirais, courantes du monde, ça ne l'améliore pas vraiment, au contraire, parce que ça ne va pas le détériorer. Mais c'est surtout un endroit où on paye très cher, un club,
dont on paye très cher le billet d'entrée et qui permet de faire des affaires, de rencontrer des personnalités, des représentants de la politique, du monde des affaires, etc. Moi, ça m'a aidé énormément parce que j'ai pu faire rencontrer mon ministre avec les ministres saoudiens, enfin saoudiens en l'occurrence non parce qu'il n'est pas venu, mais iraniens, etc. Et voilà, c'est une sorte de caisse de résonance, c'est une sorte de, oui, je dis agora, c'est une place où tout le monde se trouve et on peut facilement se rencontrer. Oui, dans votre livre, vous parlez d'une atmosphère conviviale et favorable au dialogue. Oui, c'est ça. En tout cas, ils ne font pas de mal. Alors certains peut-être rajouteraient comme l'homéopathie. En tout cas, ça fait du bien aux caisses du WEF, du secrétariat du WEF. Est-ce que vous pensez que le fait de se rencontrer souvent dans des forums, etc., ça fait aussi un petit peu de l'entre-soi, politiciens, on rencontre les Américains, etc., et ça peut peut-être provoquer un certain laxisme justement de nos politiciens envers les politiciens américains ou l'Europe, par exemple? Oui, l'entre-soi, vous avez entièrement raison, mais l'entre-soi existe, avec ou sans l'OEF. Il y a une tendance, je crois, qui est de plus en plus forte, de voir une caste de politiciens qui a un rêve, en définitive. Ce serait de gouverner sans le peuple, sans les peuples. Ce serait quand même plus simple. Mais il y a des élections et ils doivent quand même... Non, ce problème de l'entre-soi, je pense que c'est une vraie réalité. Et puis ensuite, il y a évidemment les rapports de force. Moi, je me souviens lorsque le président Clinton est venu quand même 2 fois au WEF. Les présidents américains ne viennent pas tellement au WEF. Il y a eu Trump, c'était connu, il a fait un scandale à la Trump, Make America Great Again, alors c'était pas le but du WEF. Mais Clinton est venu et tout le Conseil fédéral a voulu... en randonnion, aller vers le président Clinton. Ça faisait une image incroyable. Vous imaginez nos 7 ministres qui vont serrer la main de Clinton, alors que normalement, un chef d'État ne rencontre que le président de la Confédération. Mais là, tous les autres voulaient, parce que c'était Clinton, etc. Donc là, ça montre, c'est un petit peu comme, on ne va pas aux ordres, mais enfin, ça montre quand même le rapport de force. En tout cas, le rêve américain. Oui, et Clinton, il se trouvait qu'à l'époque, c'était un peu un jet-setter, c'était good-looking, qui n'avait pas d'ombre, etc. Et puis, il n'y a pas eu trop d'ombre après non plus. Mais, mais non, il y a ce côté un petit peu flagorneur. On veut se faire voir chez les gens qui sont importants. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de leader politique. Je pense que Biden, il se précipiterait beaucoup moins pour aller serrer la main de Biden. D'ailleurs, je ne sais pas si Biden survivrait à serrer la main de 7 chefs d'État. Mais l'entre-soi, oui, le WEF, incontestablement, et puis l'organisation que vous avez mentionnée, donc j'oublie toujours, je fais exprès d'oublier le nom. Les conférences Bilderberg. C'est ça, c'est carrément l'entre-soi. Alors c'est l'entre-soi, le WEF, ce sera l'entre-soi économico-politique. Voilà, ces gens, et quand vous promenez à l'intérieur de la grande salle, de ce forum et tout, on a vraiment l'impression que les gens se prennent très au sérieux. Ce sont des milieux autorisés, comme dirait Coluche, qui s'autorisent des choses, ils ont l'impression un petit peu, l'impression que j'avais à New York aussi aux Nations Unies, mais là c'est beaucoup moins vrai, de diriger le monde. Mais voilà, c'est une réalité de notre temps. Il n'y a pas un problème aussi d'avoir trop de rapprochement entre les dirigeants des grandes industries, etc., et puis le monde politique? Oui, bien entendu. Il faut éviter... conflit d'intérêts. Il faut éviter les conflits d'intérêts, il faut éviter la corruption qu'on pense généraliser seulement dans certaines parties du monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique, mais elle existe partout. Et cette corruption-là, c'est pas forcément avec de l'argent, c'est l'entre-soi, on se téléphone, on s'aide. Ah oui, après tout, mon fils, ma fille cherche un stage. Voilà, c'est des choses qui se font tout naturellement. Et tout ça n'est forcément pas bien, c'est sûr. C'est pour ça que plus nos sociétés sont transparentes, mieux c'est forcément. Mais c'est toujours un objectif qui est sans doute inatteignable. Mais tant que ça reste un objectif, ça a des répercussions, un impact positif
on limite au maximum. Vous avez vu comme moi l'élection de cette nouvelle présidente mexicaine qui était dans le GIEC. Je veux dire, il y a quand même des progrès, il y a quand même des lueurs d'espoir dans le monde. Alors en parlant d'une région où on attend des lueurs d'espoir, parlons d'Israël et de la guerre de Gaza. Donc vous le disiez, vous avez travaillé pendant plus d'une année à l'ambassade de Suisse à Tel Aviv. Quel est votre regard finalement sur cette guerre actuelle ? C'est effroyable, c'est pire qu'il y a 40 ans. C'est pire qu'il y a 40 ans, c'est pire qu'il y a 60. On a vraiment l'impression qu'Israël, comme l'a décrit un professeur juif israélien, spécialiste de la Shoah et du nazisme, c'est un État il disait en février 2022, qui dérive vers un État fasciste. Qui était cet Israélien ? C'était Daniel Blattman, professeur à l'Université de Jérusalem, un des grands spécialistes actuels, jeune, dans la quarantaine, de la Shoah et du nazisme, et qui disait « Israël, en 2022, me rappelle l'Allemagne des années 30. Il se radicalise et il va vers un État fasciste. » Et il citait, pour ne pas faire bonne mesure, il citait la présence, je ne sais plus comment il chiffrait ça à un tiers, de ministres néo-nazis. Donc de ministres juifs néo-nazis. Ministres dans le gouvernement israélien néo-nazis. Il y avait à l'époque, il y a toujours, des milices néo-nazis, des jeunes Israéliens qui se réunissent et qui rappellent des choses qui glacent le sang. Ce qui est quand même un peu incongru. Complètement. Vous savez, moi j'étais à l'époque, les 8 dernières années, j'étais recteur suisse d'une fondation. J'ai rajouté un petit chapitre dans mon livre, une fondation allemande. C'est une fondation qui donne régulièrement 60 millions d'euros. Quel est le nom de cette fondation, pardon ? Mercator. Alors, elle met à disposition des chercheurs. Elle fait du bon travail. Il y a des chercheurs qui trouvent de l'argent et qui peuvent mener leurs recherches grâce à cette fondation. Et puis, une toute petite partie de la somme sert à donner des bourses à des étudiants post-grad pour favoriser leur accès à des organisations internationales. À l'époque, c'était à l'époque où, vous savez, au sortir de la guerre, la langue allemande n'était pas une langue bienvenue dans les organisations internationales. C'est pas une langue officielle des Nations Unies, par exemple. Donc, il fallait aider les jeunes Allemands. Entre-temps, ils parlent tous anglais aussi bien que l'allemand, il n'y a pas de souci. Mais c'est resté. Alors, on a toujours cette organisation, Mercator, et on sélectionne 20 Allemands et 5 Suisses. Alors, j'ai fait 8 ans ça, j'ai eu beaucoup de plaisir et c'était merveilleux de voir ces Allemands avec ces Suisses. Il y avait une communauté qui se formait et voilà. Et puis, quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai pris les positions qui sont les miennes, que j'ai partagées avec vous. Je critiquais l'Allemagne beaucoup, mais il n'y a pas eu de problème, ça a passé. Alors la guerre en Israël, après quelques semaines, peut-être mois, mais peu, je reçois un téléphone et en 2 minutes, on me vide. On me chasse en disant que, d'après les juristes de Mercator Allemagne, j'étais antisémite et puisque j'étais antisémite, j'étais pénalement condamnable et que théoriquement, on pouvait m'arrêter si je mettais un pied sur le sol allemand. Alors, Mercator Suisse, parce qu'il y a Mercator Suisse, alors eux m'ont dit, nos juristes nous disent que vous n'êtes pas antisémite, mais vous avez quand même été loin. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais été beaucoup moins loin que les juges de la Cour internationale de justice et de la CPI. Beaucoup moins loin. Mais je me posais des questions sur les crimes de guerre, je disais officiellement, là où je suis actif sur le réseau social, que Israël avait été repris par ses démons, que Israël était devenu, je citais, parce qu'il faut être très prudent, je citais Daniel Blattman, et je me posais vraiment des questions, parce que je me rendais compte que finalement, l'Allemagne avait maintenant affaire avec 2 démons qui lui remontaient dans la gorge, c'était le nazisme et la Shoah aussi, le souvenir de la Shoah, qui les amène à coller à Israël et à soutenir tout ce qu'Israël fait, en fermant les yeux. Mais quand je leur disais qu'à Jérusalem, dans le gouvernement, il y avait des nazis, des néo-nazis. Alors pour l'Allemagne, c'est beaucoup. Alors on m'a vidé. Alors tout ça pour vous dire que je suis évidemment très pessimiste. Pourquoi ? Parce que j'ai connu Bibi Netanyahou lorsqu'il était numéro 2 au ministère des Affaires étrangères. C'est un homme déjà totalement intransigeant. On avait préparé la visite de notre secrétaire d'État
en Israël, et sans nous dire, ils avaient rajouté un passage par le Golan. Ce qui est tout à fait inadmissible, parce que le Golan, c'est un territoire occupé qui appartenait à la Syrie. Alors il nous a emmenés au Golan parce qu'il voulait montrer à son collègue suisse la Méditerranée en disant, ben voilà, chers collègues, vous voyez pourquoi on ne rendra aucun centimètre carré de ce territoire. Ben, c'est trop près de la mer, etc., etc. Et on ne peut pas permettre aux Syriens de nous dominer depuis les hauteurs du Golan. Donc il avait déjà cette intransigeance, il avait déjà, idéologiquement, il était déjà ce qu'il était. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Rabin, avec en face de Rabin un leader de l'opposition qui aspirait à le remplacer, qui était Bibi Netanyahou, qui distillait des discours de haine contre le Premier ministre Rabin. Ensuite, il arrive au pouvoir et il a fait un peu le vide autour de lui. Et puis maintenant, il entraîne Israël dans son trip, il est en train de dévisser, il est en train de s'enfoncer, il entraîne tout son pays avec lui. L'objectif de Netanyahou, c'est d'avoir un Israël qui n'a plus de voisins arabes. Voilà. Ce qui est compliqué quand on est entouré de pays arabes. Absolument, absolument. Et Netanyahou a cru qu'il avait résolu définitivement la question palestinienne, grâce aussi aux accords d'Abraham, parce que, on le sait très bien, les leaders arabes, les gouvernements arabes n'aiment pas les Palestiniens. N'aiment pas les Palestiniens, ils n'ont jamais aimé. C'est les rues arabes qui se solidarisent avec les Palestiniens. Et les leaders ont utilisé parfois la question palestinienne à des fins de politique intérieure et peut-être même extérieure. Mais enfin, les leaders arabes aujourd'hui sont prêts à faire la paix. On a vu avec Abraham, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite était en bonne voie. MBS, le futur roi d'Arabie Saoudite, il veut faire des affaires, il veut créer sa nouvelle ville. Et les Palestiniens, c'est une épine dans le pied, ça les gêne profondément. Mais enfin, comme la rue réagit, ils sont obligés aussi, eux, de mettre sur la pédale douce et puis de ne pas trop se rapprocher d'Israël. Mais ce qui est sûr, c'est que Israël est un État, ça je le dis ouvertement aujourd'hui parce que c'est une évidence, est un État colon européen, occidental, au Moyen-Orient. Et ils ne veulent pas se fondre dans la réalité moyen-orientale. Leurs chanteurs chantent à l'Eurovision de la chanson, leurs footballeurs jouent avec l'UEFA, etc., etc. Donc, tant que c'est comme ça, ils ne seront jamais un État de la région qui pourrait faire, au fond, rendre pérenne son ancrage dans la région en signant des accords de paix et en faisant la paix. D'abord avec les Palestiniens, en leur offrant un État palestinien, et puis ensuite, tout naturellement, le reste se ferait. Mais ils ne veulent pas le faire, ils ont pris une autre voie, et cette autre voie me rend, au fond, dubitatif quant à terme, à long terme, à la survie de ce pays. Mais c'est ça, parce que finalement, quel est le rationnel derrière cette voie-là ? Le rationnel, c'est que, vous savez, c'était le rationnel des Rhodésiens. En Rhodésie, dans l'actuel Zimbabwe. C'était le rationnel des bourgs en Afrique du Sud. C'était cette volonté de créer une république à eux, qui exclut les autres. C'est pour ça que, clairement, Israël est un État d'apartheid. On ne peut pas l'appeler différemment. D'ailleurs, même maintenant, les cours de justice internationale le reconnaissent. Et ça me rend très, très pessimiste. Il faudrait... Et puis le problème aussi, c'est qu'en Israël, les Israéliens et les contacts que j'ai encore aujourd'hui avec des Israéliens qui sont de gauche, qui sont pour la paix, ils étaient pour la paix contre les territoires, ils sont contre Netanyahou, ils sont toujours d'ailleurs. Ce sont des gens qui ont de la peine à voir au-delà du 7 octobre. Le 7 octobre, pour eux, ça a été un tel traumatisme qu'ils n'arrivent pas à éprouver de la sympathie pour la souffrance palestinienne à Gaza. Et tant que c'est comme ça, ce sera très très compliqué. Y a-t-il, à votre avis, des intérêts autour du canal Ben Gourion dans cette guerre ? Du canal ? Canal Ben Gourion. Ouais, c'était un projet de canal qui était sur la table pour relier la mer Rouge. Oui, directement alors non, à la parce que Ben Méditerranée. Gourion, j'ai tout réagi parce que finalement, ça me rappelle une citation qui est intéressante. C'était dans le livre, je crois, écrit par Safi. Ben Gourion aurait dit, et ça a été publié en 56, ou il aurait dit à 56 à Safi, si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais la paix avec Israël parce qu'on leur a piqué leur territoire quand même. Je veux dire, ça c'est Ben Gourion, le père de l'État d'Israël. Oui, alors, moi quand j'étais en Israël, il y avait Shimon Peres,
c'était un bon leader israélien. C'est quelqu'un il n'avait pas cette détestation des Palestiniens. Parce qu'il y a toute une partie des Israéliens, ceux qui descendent des Juifs qui étaient dans la région déjà, mais pas seulement, qui sont pas comme les nouveaux Israéliens, les Américano-Israéliens, qui eux viennent de New York, qui viennent des États-Unis très souvent, et qui sont extrêmement idéologiquement anti-arabes, anti-palestiniens, qui vont dans les colonies. Et c'est ces gens-là, au fond, qui empêchent de déployer. Mais oui, Shimon Peres voulait créer, il était convaincu, lui, qu'en créant un marché commun entre Palestiniens, Arabes et Israéliens, Palestiniens et Israéliens, ce serait le début, au fond, d'une vie ensemble, d'une vie en commun, et que ce serait peut-être le premier pas à faire. Alors oui, un canal, surtout que les eaux dans cette région-là, ce serait peut-être, dans un avenir proche, ça l'est déjà peut-être, des causes de guerre aussi, parce que l'eau est rare. C'est ça. Parce que ce canal, en fait, le projet de ce canal, c'était de passer justement à travers la bande de Gaza. Et beaucoup pensent que, enfin en tout cas ceux qui développent cette théorie pensent que en éliminant les Gazaouis, en tout cas en s'appropriant la bande de Gaza, ça va dans le sens de la construction. Vous avez raison. Ce qui est alors quand on parle de génocide, la Cour ne s'est pas prononcée là-dessus, mais elle a exprimé des craintes de tendances génocidaires, etc. Lorsqu'on lit, alors la Cour, vous savez, les juges, il en faut beaucoup pour qu'ils s'expriment de cette façon sur ces questions-là. Je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai lu par contre, c'est les papiers internes du Likoud et les papiers qui circulent entre les ministres israéliens du gouvernement actuel. Et le fait de vider complètement le Gaza de ses habitants a été chiffré en Israël. Ça coûterait 18 milliards de dollars, etc. À donner à l'Égypte pour la construction de villes dans le Sinaï, enfin, etc., etc. Mais pour placer les réfugiés. Ouais. Oui, mais des réfugiés qui resteraient. Enfin, ce ne seraient plus des réfugiés. Mais l'idée de vider complètement le territoire, il est exprimé ouvertement par des politiciens israéliens aujourd'hui, par des membres du gouvernement. Alors, clairement, je pense que c'est ce que le gouvernement Netanyahou souhaite aujourd'hui. C'est de vider Gaza de ses habitants pour se réapproprier le territoire, effectivement. Et les colons sont prêts à revenir, enfin, on voit très bien. Et c'est pour ça que Al-Sisi, le chef de l'État égyptien, a dit « mais il est exclu que j'ouvre Rafah, parce qu'il n'y a plus de cause palestinienne ». Et ça, c'est clairement des entreprises qui visent des objectifs génocidaires. Génocidaire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on les tue tous, ça veut dire qu'on les vide, qu'on les force à partir. On détruit une communauté, parce qu'il n'y aurait plus de Gazaouis une fois qu'elle a été répartie dans les banlieues du Caire et d'ailleurs, ou même en restant dans le Sinaï. Alors un autre phénomène quand même interpellant, c'est que les institutions internationales condamnent le gouvernement israélien, mais ce dernier finalement ne tient pas compte du tout, ou en tout cas ne semble ne pas tenir compte de tout ça, ou très loin, de manière très lointaine. Comment l'interpréter? Est-ce que... Ça a été la tendance de la plupart des gouvernements israéliens, et a fortiori aujourd'hui. Netanyahou contredit tous les jours Biden. Voilà, je pense que le gouvernement israélien, et surtout Bibi Netanyahou, n'a absolument aucun état d'âme à faire ce qu'il veut, en s'en foutant de tout. Pour lui, ça n'est pas du tout important. D'ailleurs, il a dit tout le mépris qu'il éprouve pour cette cour. Il n'est pas membre, ils ne sont pas membres des statuts de Rome. Les États-Unis non plus. Mais les États-Unis ont applaudi lorsque Poutine a été... alors, il trouvait la cour géniale. Il la trouve un peu moins génial aujourd'hui. Non, il y a un vrai problème de la part d'Israël. Vous savez, quand j'étais en Israël, j'avais beaucoup de contacts avec les Palestiniens. J'allais tout le temps à Gaza, j'allais à Hébron, dans les universités, etc., à Bethléem. Ils nous disaient tous, le problème avec les Israéliens, c'est qu'ils déclarent la paix comme ils déclarent la guerre. Pour eux, la négociation, c'est de déclarer la paix. Je trouvais assez fort comme formule. Et les colons, maintenant, sans doute, le rythme s'est accéléré, mais les colons, à l'époque, n'ont jamais été aussi nombreux et le phénomène ne s'est jamais aussi répandu que sous la gauche israélienne. Sous Barak, sous des premiers ministres de gauche. Donc ça montre qu'en définitive, ça n'est pas la prérogative d'une droite, ou de la droite, ou du Likoud, d'avoir une politique telle que celle-là. Ça a été quand même... et ça restera tant que Israël ne sera pas un État du Moyen-Orient.
mais ce sera un État occidental au Moyen-Orient. Donc ils devront toujours avoir une politique qui forcera le pays à se radicaliser toujours plus. Et là maintenant, je crois qu'on atteint des limites de radicalisation énormes. Alors le leader d'un pays si radicalisé, c'est pas une décision d'une cour de justice sans police, sans troupes pour mettre en œuvre les décisions qui va lui faire peur. En revanche, ça risque de chambouler un peu son calendrier diplomatique, parce que finalement, à sa place, je me ferai du souci. Surtout quand il sera plus Premier ministre. Et finalement, seuls peut-être les États-Unis pourraient faire pression sur Israël aujourd'hui pour... Mais oui, mais comme toujours. Je me souviens, quand j'étais en Israël, avoir lu la thèse d'un étudiant juif américain qui faisait son master, et qui avait, le titre c'était pas ça, mais un peu comme le faux bon ami, ou un truc pareil. Et lui disait au fond, le pire qui est arrivé à Israël, c'est d'avoir un ami comme les États-Unis. D'avoir la première puissance économique du monde, militaire, une puissance qui peut faire pratiquement ce qu'elle veut sur toute la planète, et qui n'a absolument aucun surmoi, aucune critique par rapport à Israël, qui acceptera toujours ce que son fils le plus indiscipliné, en plus il lui a donné la carte de crédit et tout, alors et jamais les États-Unis n'oseront dire, d'ailleurs même Biden le dit aujourd'hui, il a beaucoup de sympathie pour les Palestiniens, mais toutes les bombes qui tombent sur leur tête sont américaines. Biden a dit on va jamais renoncer à aider Israël quoi qu'il arrive, quoi que soient les décisions. Non, les États-Unis sont centrales. Tout le monde sait que si les États-Unis continuent leur politique, d'ailleurs entre nous, je me pose maintenant la question, si les États-Unis avaient pratiqué le même type de relations et de soutien avec l'Afrique blanche de l'Afrique du Sud, s'il n'y aurait pas toujours une République blanche en Afrique du Sud. Non, les États-Unis ont la clé du changement. Après la guerre durant laquelle j'étais en Israël, contre Saddam Hussein et les Scud et tout ça, Israël avait été prévenu d'entrer en guerre parce que finalement les Américains ont fait la guerre pour eux, très bien, heureusement. Mais à la fin, James Baker, le ministre du père Bush, a été très dur à l'égard d'Israël, en voulant les forcer à avaler quelques couleuvres, en leur disant « mais allez-y vers la négociation et vers la paix ». Et je pense qu'ils n'ont jamais... Après, il y a eu évidemment Oslo, Clinton et tout ça, mais à l'époque, ils étaient très près de se mettre en route vers une solution, la paix contre les territoires. Voilà. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est les États-Unis qui ont la clé, c'est certain. Alors, je voulais aborder avec vous encore une dernière thématique qui plus personnelle, voilà, qui nous sort des relations internationales, mais qui est donc vous me faites peur. Non, mais elle est dans votre livre, je vous rassure. Ah bon. C'est la religion et la spiritualité. Alors, effectivement, dans votre biographie, vous dites qu'elle a joué un grand rôle dans votre adolescence, et vous semblez aujourd'hui entretenir des rapports assez libres à la spiritualité, à la foi. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler ? Qu'entendez-vous par libre ? Libre, c'est-à-dire peut-être non dogmatique. Et non, ah oui, complètement. Oui, moi, j'explique dans mon livre, j'étais à l'insu de mon plein gré dans un séminaire catholique, petit séminaire, c'est-à-dire une fabrique de curés, comme je le dis. Et contrairement à presque tous mes collègues de classe, on était 30 ou 32, j'en suis sorti croyant encore. Tous les autres ont abandonné tout ça. Il y a eu sur les 32 un seul qui est devenu prêtre, qui a défroqué 4 ou 5 ans plus tard. Bon, ça c'est pour le cadre, et c'est vrai que je suis resté croyant, et c'est pour ça dans mon livre, je le dis comme ça un peu parce que franchement c'était aussi un exercice de vérité, de mise à nu. Je voulais quand même pas ne pas mentionner cet aspect-là, mais je l'ai caché bien dans le livre, au centre, mais vous l'avez remarqué. J'ai lu le livre, j'ai lu le livre. Mais non, effectivement, je suis croyant, mais je suis un croyant... pour résumer, anticlérical, on peut dire ça. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Alors, on me pose toujours la question, mais l'Église catholique, tout ce qui se passe et tout, c'est horrible. Évidemment, je condamne. Mais comme je condamne toute la curie, comme pour moi la curie n'a aucun sens. Enfin, moi, je dirais que je suis croyant entre la personne en qui je crois et moi. Mais tout en restant dans l'Église quand même, parce que finalement, je reste fidèle à une tradition, à une histoire. J'ai toujours un peu de peine avec ceux qui
qui rompent et qui deviennent membres d'une secte. Moi, ça me convient, même si la plupart de leur politique m'intéresse pas et je me pose pas ces questions. J'ai un rythme je pratique à mon rythme quand je veux, etc. Mais c'est vrai que pour moi, ça joue un grand rôle dans ma vie parce que finalement, c'est pas indifférent si vous croyez ou vous ne croyez pas. Et je ne peux dire qu'à ma famille d'abord, qui ne croit pas plus que ça, que lorsque vous croyez, c'est beaucoup plus facile de vivre. Et alors, vous parlez aussi dans votre livre que vous entretenez un rapport avec votre mère qui est décédée. Hein, vous discutez avec elle. Oui. Ça, c'est aussi dans ce sens-là que je pensais oui, libre. Bien sûr. Et c'est très. Alors, j'avais tout à fait le sentiment, en écrivant cette partie-là, qui n'occupe pas une grande importance dans le livre, mais que c'est très transgressif. Peut-être, ce sont la partie la plus transgressive de mon livre, parce que finalement, c'est des choses normalement dont on parle pas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance par curiosité, uniquement par curiosité au départ, à travers une personne dont je connaissais les compétences tout à fait extraordinaires de médium, de vivre cette expérience, encore une fois par curiosité. Et ce que j'ai entendu m'a bouleversé, et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Ouais. Mais oui, après tout, c'est pas étonnant si d'abord ils existent. C'est pas une préoccupation qui me taraude l'esprit tous les jours. D'ailleurs, moi, je m'occupe de la vie dans ce monde-ci, mais que s'il y a une autre de l'autre côté de la barrière, de l'écran, qu'un monde qui n'aurait plus de temps. Alors, ces gens-là ont une possibilité de nous communiquer. Et comme j'ai vécu un exercice complètement époustouflant, enfin ébouriffant, j'en ai voulu vivre encore 2, dont un il y a peu de temps. Mais je ne vais pas multiplier ça me suffit, je n'ai pas besoin de faire plus. Mais je sais et on arrive aussi, je pense que chacun est capable de vivre un peu à sa façon des expériences de médium. C'est possible de se mettre à l'écoute de ces choses-là quand on vit des drames dans sa vie, lorsque on peut ressentir des ondes. Et moi, ça me donne une grande sérénité. Ça fait partie de ma vie aussi, et j'en fais pas tout à plat. Voilà. Puis j'ai mentionné aussi dans mon bouquin cette rencontre avec une personne extraordinaire, Marthe Robin. Ouais, Marthe Robin, dans la Drôme, à Châteauneuf-de-Galore. Moi, j'ai eu la chance, elle est décédée en 81. Et j'ai eu la chance encore de la rencontrer. C'était une dame qui a vécu plus de 30 ans de sa vie grabataire, qui se levait plus de son lit, qui avait des stigmates, qui se nourrissait pas, qui buvait un tout petit peu, etc. Et on avait ce qu'ils voulaient, parce que ils en faisaient pas tout un spectacle, mais on faisait une retraite dans le centre qu'elle avait créé. Entre-temps, il y a plus de 140 centres dans le monde entier, les foyers de charité, et on pouvait aller la voir. Et moi, très curieux toujours, je suis allé la voir. Et là, c'était assez fou, quoi. C'est 10 minutes d'échange avec une personne qui avait une énergie incroyable alors qu'elle passait son temps au lit, etc. Voilà. Alors, j'avais l'impression d'avoir... et je sens toujours la présence de cette personne alors qu'elle est décédée depuis longtemps. Mais je vais paraître à vos téléspectateurs comme complètement fou, mais ça m'est égal. Je pense que nos téléspectateurs ont déjà entendu des personnes c'est vrai. Folles dans ce sens, en tout cas. J'ai aussi je me dis toujours, j'ai atteint l'âge de ne plus me préoccuper des folies qu'on peut me prêter. Mais je vous assure que c'est pas de la folie. Et c'est quelque chose qui forcément, me occupe une grande place dans ma vie. Vous parlez aussi dans votre livre de prédestination. Vous dites une prédestination suffisamment souple pour intégrer un espace de liberté individuelle m'a toujours paru une évidence. Oui, ça je l'ai ressenti tout du long. J'ai toujours ressenti que ça n'était pas possible philosophiquement que tout soit écrit, qu'on n'ait pas le choix. Finalement, on est sur des rails et puis on doit suivre la voie. Pas du tout. Je pense qu'il y a des directions qui nous sont offertes, il y en a d'autres, et puis que régulièrement on peut choisir une direction ou une autre. Mais que, en définitive, ces grandes directions, quelque part, nous sont offertes. Enfin,
Et que très souvent, il est même... Alors évidemment, lorsque certaines personnes pourraient dire, mais celles qui m'ont été offertes, c'est terrible, c'était vraiment pas une vie, etc. C'est vrai. Mais qu'en définitive, on puisse, à l'intérieur même d'un grand tunnel, alors qu'on puisse choisir quand même des choses. L'obligation de faire des choix dans la vie revient à chaque tournant, à chaque étape, et ça c'est des choses qu'on doit faire soi-même, mais qu'on peut quand même se baser, on peut s'appuyer sur une certaine j'appelle providence parce que ça me paraît mieux que le hasard. Je dis souvent que la providence, c'est un petit peu la traduction plus spirituelle du hasard. Et vous qui avez cette conscience, cette foi, qui avez aussi grandi dans un Valais qui était encore très traditionnel, comment vous percevez l'évolution du monde moderne à un niveau plus sociétal, j'entends? Alors, moi, je le perçois très bien. Moi, je trouve que la jeunesse actuelle est tout à fait remarquable. Quand je pense à tout ce qu'elle a comme, appelons ça tentation, ça paraît ridicule, c'est un peu très tentation. Je veux dire, elle est confrontée à des périls, à des choses hyper dangereuses, mais pas seulement, mais de manière incomparable avec la nôtre. Nous n'avions pas le choix, on suivait, il n'y avait rien, on avait un transistor, c'était la pire des choses qui pouvaient arriver parce qu'on écoutait Europe 1 et les autres radios périphériques. Nos parents détestaient ça, mais enfin voilà. Mais tandis que maintenant, la jeunesse doit en permanence réagir et elle est branchée. Moi je trouve la jeunesse actuelle vraiment tout à fait remarquable. Alors, mais par contre, il y a d'autres développements qui sont extrêmement inquiétants et avec lesquels la jeunesse doit vivre et que parfois je la comprends très bien. Elle essaye d'ignorer. C'est la détérioration des questions sécuritaires. Pas les questions de police, non, mais les questions de géopolitique, militaire. On vit dans un monde où on pourrait disparaître sans s'en rendre compte dans un cataclysme nucléaire. Parce que finalement, on compte je crois, à peu près une demi-heure les premières frappes, les deuxièmes, etc. Et tout ça. Tout ça pourrait se passer sans qu'on s'en rende compte. On est dans un monde d'une dangerosité extrême et on n'en a pas conscience. Et ça, c'est un développement qu'on ne peut pas ignorer. Hein. Ça fait partie de nos sociétés aussi. Et finalement, Einstein, on lui attribue beaucoup de citations, mais je crois que quand il a dit que la seule survie possible de l'humanité, c'est s'il y a une montée de l'éthique et des valeurs. Il a entièrement raison. Et c'est ça, c'est la courbe de ces valeurs que je vois déclinantes, en tout cas pas progresser, et la courbe technologique qui nous rend de plus en plus comme Jupiter, Zeus, enfin on a le feu du ciel, alors nous on parle toujours de bombes atomiques, mais il y a beaucoup plus grave que ça, il y a les missiles hypersoniques qui se déplacent à des vitesses incroyables. Que les Russes possèdent. Ouais. Que les Russes, et les Américains aussi, et les Chinois aussi, et tout le monde va posséder pour finir. Donc tout ça fait que finalement on va considérablement réduire encore les temps de réaction, les temps d'engagement, et que tout ça peut se mettre en un feu d'artifice énorme. Et en plus, on confie la gestion d'une partie, en tout cas, de la sécurité collective des pays à l'intelligence artificielle. Alors, on garde encore les prérogatives de pousser sur le bouton nucléaire en France au président de la République. En Angleterre, je pense que c'est quelques personnes, mais c'est un petit grémium. En Russie, j'imagine que c'est Poutine. Aux États-Unis, voilà, c'est pas le président avec des personnes qui sont peut-être dans l'état profond. Et puis, ces hommes politiques réagissent par rapport à des papiers qui remontent, et c'est ces papiers-là qui orientent les décisions des responsables politiques. Et tout ça fait que la fragilité de notre survie est devenue incroyable, et comme elle n'a jamais été dans l'histoire.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger par rapport au monde. Vous savez, le monde que je laisserai à mes enfants et à mes petits-enfants, c'est l'inverse exact du monde pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Et c'est ça qui est hyper désolant, qui est très, très désolant. On a cru travailler pour améliorer de manière régulière l'état de notre monde. Or, moi, après que j'ai quitté la partie professionnelle de ma vie, la guerre est revenue au centre de l'Europe. Elle était déjà dans les Balkans, mais l'Empire du bien a oublié que c'était une guerre. Mais là, elle est au centre de l'Europe et elle est là pour rester, probablement. On a tiré maintenant un mur qui était qu'à Berlin. On l'a tiré de la mer du Nord, la mer Baltique, jusqu'à la mer Noire. Le continent est séparé de nouveau, pour longtemps, sans doute. C'est exactement, moi, dans les années 2010, j'étais responsable de la sécurité internationale au département suisse des Affaires étrangères et j'organisais continuellement des séminaires avec des représentants russes, de think tanks russes. On faisait même avec des Chinois, rendez-vous compte, des gens de l'OTAN. Enfin, on avait l'impression que enfin, on allait créer le monde de la solidarité. Et souvent, naïvement, je disais, ben voilà, les enfants d'Hemingway se sont retrouvés avec ceux de Tolstoï, de Gogol, de Dostoïevski. Et c'était une grande naïveté, parce que finalement, je me souviens d'un représentant russe qui me disait, qui revenait du sommet de l'OTAN, là où l'OTAN avait proposé, Medvedev, le président de la Russie, avait été invité et l'OTAN avait proposé à la Russie d'adhérer au projet antimissile. Et Medvedev avait dit oui, tout à fait, mais vous déploierez vos missiles sur notre sol. Et l'OTAN n'a jamais voulu déployer sur le sol russe. Ils ont déployé à la frontière, juste avant la Russie. Et là, la Russie a compris que ces missiles n'étaient pas destinés à la Corée du Nord et à l'Iran, mais qu'elle était destinée, en fait, à terme, à la Russie. Donc, il y a eu des occasions perdues. Il y a énormément d'occasions perdues. Mais nous, ma génération, on ne la vivait pas comme ça. On était sûr que le courant, le développement de l'histoire était irréversible, que l'Europe allait se retrouver et qu'on allait construire enfin cet hémisphère nord de Vladivostok à Vancouver qui allait entraîner dans sa suite le développement de l'Afrique, de l'Amérique latine et de tout le monde. Mais on s'est lourdement trompé. Et c'est pour ça que je reviens toujours, et maintenant j'ai relu Camus, Sisyphe. Lorsqu'on a l'impression d'atteindre le sommet de la colline, eh bien on retombe lourdement au pied de la colline de nouveau. Et à chaque fois, on doit recommencer. Et ce qui ne recommence pas, c'est le progrès technique, le progrès de détruire, les capacités de destruction qui, elles, deviennent toujours plus terribles. Et nous, on retombe et on se bat. Vous savez, ce qui m'a frappé un jour, c'est de réaliser, parce que je suis grand-papa plusieurs fois, et je vois mes petits-enfants, bébés, ces petits-enfants, ces tout petits bébés, ils renaissent comme on naissait il y a 2000, 3000, 4000 ans. Ils doivent tout apprendre. C'est pas des bébés qui savent déjà ce qu'est un téléphone portable, un avion. Non, ils doivent apprendre. Ils apprendront très vite. D'ailleurs, à 2 ans, 3 ans, ils ont des téléphones portables. Mais seulement, la technique reste là où elle se développe toujours plus. Et l'être humain, il doit recommencer à se battre, à chercher des valeurs, à trouver des valeurs, à ne pas faire trop le mal, à faire plus de bien. Et c'est un combat perpétuel. Et on est condamné à cette situation, à ce positionnement au fond de Sisyphe. Alors Camus invite tous les Sisyphes à être heureux. On est des Sisyphes qui savons maintenant qu'on peut être vitrifié à tout moment. Donc c'est difficile d'être heureux aussi dans ces circonstances. Mais je reste optimiste. Georges Martin, nous arrivons au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc si vous avez quelque chose à ajouter... Oui, il y aurait tellement. Enfin, je pense qu'il faut se concentrer, il faut rester sur l'essentiel. Je pense que je peux souhaiter aux générations qui viennent, à celles de ma propre famille aussi, que enfin il y aura l'émergence de leaders politiques qui vont nous gouverner et qui auront à cœur de ramener au centre de la table la solidarité. Qui ramèneront un discours. Vous savez, ce qui frappe, c'est que lorsqu'on met bout à bout toutes les phrases
de nos leaders politiques des années précédentes jusqu'à aujourd'hui, toutes ces phrases sont des phrases de haine, d'incompréhension, de guerre, de menaces, etc. Si on peut remplacer ces phrases par des phrases de solidarité, j'imagine, comme Martin Luther King, je fais un rêve, et j'imagine un monde où des leaders importants, moi, on a beaucoup critiqué Carter aux États-Unis, mais au moins c'était un président qui avait quand même essayé de proposer un rameau d'olivier, de parler de paix, de parler de solidarité. Si un leader aujourd'hui, et moi je pense qu'il va émerger, chaque époque de crise, et Dieu sait si la crise actuelle est énorme, parce que finalement on se trouve un peu à la croisée des chemins. Soit on propose à nos descendants un monde, je dirais, à l'israélienne, on en a parlé, une Europe militarisée, fortifiée, une Europe où chaque Européen vivrait avec des kalachnikovs sous son lit, prêt à tirer sur les Russes ou je ne sais qui viendra dans son jardin. Alors si c'est ça la perspective qu'on offre, c'est terrible. Voilà. Et je pense que c'est pas du tout ce qu'on peut... Alors, j'entends bien, on peut me traiter de naïf, et j'ai des ex-collègues qui me disent, au fond... le monde a changé, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Mais s'adapter, c'est pas entrer dans l'OTAN. C'est pas nous militariser aussi à notre tour. Non, j'appelle de mes vœux des leaders politiques d'une nouvelle génération qui redécouvriraient la solidarité au niveau planétaire. Parce qu'on pourrait faire tant de choses. On pourrait faire tant de choses dans les problèmes qui sont réellement des problèmes de survie. C'est des problèmes d'environnement, c'est des problèmes de pauvreté, c'est des problèmes de vivre ensemble. Et tout cet argent et toute cette énergie qu'on consacre à justement ne pas vivre ensemble, à préparer des guerres, et ça c'est beaucoup trop désolant et ça ne peut pas être porteur d'avenir. Alors, carte blanche, mon rêve, c'est un rêve de solidarité, de partage et de vivre ensemble. Georges Martin, merci pour cet entretien. Mais c'est moi qui vous remercie.